Imaginez, demain matin, un silence glacial. Plus de gaz, plus de chauffage, plus de lumière. L'Europe figée d'un coup, ses villes plongées dans l'obscurité hivernale, comme si la civilisation avait été interrompue par une main invisible. Ce tableau n'est pas seulement une fiction. Il s'agit d'un scénario dont la probabilité grandit à mesure que les tensions géopolitiques s'exacerbent. Pensez à ce que ressentaient les Européens lors de la crise pétrolière de 1973. Files d'attente interminables devant les stations-service, rationnement imposés, débats houleux au Parlement. Ce qui s'est produit alors à l'échelle du pétrole pourrait demain s'appliquer au gaz avec des conséquences décuplées, car aujourd'hui tout, absolument tout, dépend de l'énergie continue. Cette nuit-là, à des milliers de kilomètres, une décision invisible fait basculer le continent. Une rupture sans bruit. Le gaz russe s'arrête, sans explication, sans alerte, sans retour. Le rideau tombe sur des décennies de dépendance et personne n'a vu venir la fin. Souvenons-nous par exemple de la coupure du gaz ukrainien en 2009. Des millions de foyers privés de chauffage en plein hiver, des écoles fermées, des hôpitaux en crise. Mais là, le choc est continental et la magnitude inédite. 31 décembre 2025. Tandis que l'Europe s'apprête à fêter la nouvelle année, les flux s'interrompent. Bruxelles, Berlin, Paris, partout incrédulité. Les écrans de contrôle clignotent, la pression chute, les gouvernements paniquent. En un instant, la plus brutale crise énergétique depuis la Seconde Guerre mondiale éclate. À cette époque, les villes avaient déjà connu la peur du blackout, mais jamais à une telle échelle et jamais avec une telle soudaineté. Des responsables de la sécurité commandent ce soir-là que même les pires scénarios étudiés lors des exercices Black Start, où l'on simule une panne totale du réseau électrique, n'avaient envisagé une perte aussi rapide et totale de l'approvisionnement en gaz. Les plans de secours, les discours rassurants, tout vole en éclats. Rien n'avait préparé les capitales à cette coupure soudaine. Diplomatie, stocks, confiance, chaque rempart cède un à un. Les stocks stratégiques, vantés à longueur de colonnes dans la presse, se révèlent insuffisants ou inégalement répartis entre les États membres. Les promesses d'aide mutuelle ne résistent pas à la réalité de la pénurie. En quelques heures, le confort s'effondre, les foyers refroidissent, les usines s'immobilisent et la peur s'insinue. Aux stations-service, les files s'allongent, les marchés financiers s'affolent, l'électricité et le gaz deviennent hors de prix. La rumeur du chaos social enfle, la fragilité européenne se révèle. Comme lors de la grande tempête de 1999, où des millions de foyers français furent plongés dans le noir, mais cette fois, l'ampleur est continentale et la cause politique. Ce n'est pas un cauchemar. C'est le récit d'un cataclysme réel, déclenché en silence, qui met à nu les failles d'une puissance trop sûre d'elle-même. Comment en est-on arrivé là? Quelles faiblesses, quels signaux ignorés ont ouvert la brèche? La question taraude les experts aussi bien que le grand public. Certains rappellent les alertes négligées, comme celle de 1981, lorsque l'embargo américain sur les équipements pour le gazoduc Sibérie-Europe avait déjà révélé la vulnérabilité de l'Ouest. Pour le comprendre, il faut remonter le fil jusqu'aux coulisses du Kremlin, là où tout s'est joué. Là, loin des regards, se décident les équilibres de puissance qui façonnent la vie quotidienne de centaines de millions de personnes. Tout commence bien avant cette nuit fatale, car la dépendance énergétique de l'Europe s'est nouée au fil de choix, de compromis et de signaux d'alerte ignorés. Dès les années 70, la construction du premier gazoduc sibérien avait scellé une alliance de raison entre l'Est et l'Ouest. À l'époque, certains stratèges mettaient en garde: qui détient l'énergie détient le pouvoir. Mais la soif d'énergie bon marché l'a emporté sur la prudence. Dans les profondeurs du Kremlin, une nuit glaciale scelle le destin énergétique de l'Europe. Tandis que la planète entière retient son souffle à l'aube du passage vers la nouvelle année, une réunion secrète bouleverse l'équilibre du continent. Vladimir Poutine, entouré de ses plus proches stratèges, tranche sans détour: couper le gaz vers l'ouest sans attendre. Cette décision rappelle le choc pétrolier de 1973, lorsque l'OPEP, en réponse au soutien occidental à Israël, avait fermé les robinets, provoquant une onde de choc mondiale. Le huis clos est tendu, presque irréel. Seuls quelques visages familiers, hauts responsables de l'énergie et de la sécurité, échangent des regards brefs. Les mots sont rares, les ordres précis. L'opération doit être lancée avant le premier coup de minuit, coûte que coûte. Toute fuite serait fatale car l'effet de surprise garantit la réussite stratégique. Mais cette rupture ne naît pas d'un simple caprice.
Depuis des semaines, les discussions entre Moscou et la Commission européenne s'effilochent, rongées par la défiance et les menaces à peine voilées. Décembre s'étire, chaque jour alourdissant le climat, chaque échange creusant un peu plus l'abîme de l'incompréhension. Des messages diplomatiques, jamais rendus publics, témoignent d'un dialogue de sourds où chaque partie campe sur ses positions, invoquant l'histoire, la morale ou la simple nécessité. La dernière tentative de compromis se solde par un échec cuisant. Quelques jours avant la date fatidique, les négociations s'enlisent. Bruxelles rejette catégoriquement les exigences du Kremlin, notamment sur la levée des sanctions et la refonte des contrats d'approvisionnement. Ce refus rappelle la crise de Suez, lorsque la France et la Grande-Bretagne avaient en sous-estimé la détermination de Nasser à nationaliser le canal, au prix d'un bouleversement des équilibres mondiaux. Dans les coulisses, certains dirigeants européens affichent une assurance bravache. À grand renfort de déclarations, ils jurent que l'Europe tiendra bon, que les réserves sont pleines et le système robuste. Mais derrière les portes closes, l'anxiété perce. Les doutes s'amoncellent, la confiance vacille, personne n'ose miser sur la résilience réelle du continent. Les rapports internes de la DG Énergie, révélés plus tard, montrent que plusieurs pays affichaient pensant des réserves en réalité inférieures à celles annoncées publiquement. Pour Moscou, le pari reste risqué. Priver l'Europe de gaz, c'est sacrifier une part de son influence au risque de ne jamais la retrouver. Mais pour l'Union européenne, l'enjeu se transforme en menace existentielle. Il ne s'agit plus d'un bras de fer symbolique. La coupure signifierait des millions de foyers dans l'expectative, des usines à l'arrêt, des marchés prêts à s'emballer. Un scénario proche de la crise du blocus de Berlin en 1948, où la capacité à tenir le choc déterminait le futur du continent. Pourtant, dans les capitales européennes, la gravité de la crise ne s'impose vraiment qu'au moment où la décision russe devient irréversible. Les premiers signaux d'alerte s'affolent dans les centres de contrôle. L'incertitude gagne les esprits, mais l'ampleur du choc demeure sous-estimée. Plusieurs opérateurs, interrogés a posteriori, avoueront n'avoir jamais cru possible une rupture totale, tant la logique économique semblait interdire un tel geste. Ce n'est qu'au 12e coup de minuit que l'Europe comprend brutalement. Plus rien ne sera comme avant. À cet instant précis, des centaines de millions de personnes basculent dans l'inconnu. En quelques heures, la nouvelle parcourt les chancelleries et sème la panique sur les marchés mondiaux. Commence alors une course contre la montre pour éviter un effondrement total du système énergétique européen. Un parallèle frappant peut être fait avec la crise de Fukushima en 2011. Là aussi, la perte d'une source d'énergie majeure avait entraîné des ajustements douloureux et des décisions politiques radicales, quand la réalité pulvérise toutes les simulations. Pendant des mois, les dirigeants européens s'étaient enfermés dans leurs exercices de gestion de crise, persuadés qu'aucun scénario ne leur échapperait. Mais en cette nuit du Nouvel An, l'inimaginable est devenu réel. Dans chaque salle de crise, un silence de plomb a succédé à la cacophonie des alarmes, tandis que tous les écrans viraient au rouge. Les responsables de la gestion des risques avouent d'un plus tard que, dans aucun de leurs scénarios, la simultanéité de l'arrêt total n'avait été anticipée. À Berlin, Paris, Bruxelles, la nouvelle s'est abattue sans pitié. La pression dans les gazoducs russes venait de s'effondrer, d'un seul coup, sans le moindre avertissement. Les opérateurs incrédules n'ont rien pu faire. Les capitales, prises de court, n'ont eu d'autre choix que de convoquer des réunions précipitées, dominées par la confusion et les ordres contradictoires. Les images des salles de crise rappellent celles diffusées lors de l'attaque du 11 septembre 2001. Regard hagard, téléphone qui sonne sans arrêt, et le sentiment que le monde ne sera plus jamais le même. Dans la salle de crise de la chancellerie, la panique a gagné les responsables allemands. Le chancelier, habituellement maître de lui, a brisé le silence d'une voix blanche. « Comment avons-nous pu rater ça ?» À Paris, le président s'est acharné à joindre Moscou sans obtenir la moindre réponse. À Bruxelles, le Conseil européen oscillait entre stupeur, colère et impuissance totale. Les minutes s'égrènent, la tension monte, les premières rumeurs de coupures planifiées circulent sur les réseaux sociaux, amplifiant la panique. Très vite, les fissures sont apparues. Quelques minutes après le choc, certains États membres ont tenté de verrouiller leurs propres réserves, rechignant à partager avec leurs voisins. La façade de la solidarité européenne s'est craquelée sous la pression. Les vieux réflexes nationaux ont ressurgi. Chacun pour soi, la peur de manquer, prenant le pas sur les discours d'unité. Quelques voix ont plaidé pour une action commune, mais la défiance prévalait. Le souvenir de la crise migratoire de 2015, où les mécanismes de solidarité s'étaient effondrés, revient dans tous les esprits. Sur les marchés mondiaux, la réaction fut foudroyante.
À l'ouverture, le prix du gaz en Asie s'est envolé, pulvérisant tous les records connus. Les navires méthaniers déjà en route ont changé de cap en quelques heures, délaissant l'Europe pour les ports asiatiques. En un clin d'œil, le continent venait de perdre son statut de client prioritaire. Des traders racontent avoir reçu en pleine nuit des instructions de rerouter les cargaisons, alors même que des dizaines de millions d'Européens ignoraient encore ce qui venait de se produire. Au sol, le choc s'est propagé comme une onde. Dans la Ruhr, la Lombardie, la Flandre, des centaines d'usines se sont figées, la production stoppée net. Les sirènes d'alerte ont retenti dans les zones industrielles. Dès le premier matin, les gouvernements ont imposé des mesures de rationnement, chauffage limité, lignes de production à l'arrêt, ouvriers renvoyés chez eux. Les images de chaînes de montage immobiles rappellent celles de la crise du Covid, mais le motif, ici, est énergétique. Les dirigeants ont tenté de rassurer la population, mais la méfiance dominait. L'unité européenne, déjà fragile, semblait prête à se désintégrer sous la pression de la pénurie. L'angoisse montait partout. Combien de semaines avant l'effondrement de l'économie? Combien de jours avant que la colère n'éclate dans la rue? Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme Winter Blackout ou Freeze EU deviennent viraux en quelques heures. En une seule nuit, l'Europe a compris qu'elle avait perdu bien plus qu'une ressource énergétique. Elle venait de perdre ses instruments de pouvoir et d'influence. Les illusions de résilience se sont dissoutes, ne laissant que la brutalité d'une dépendance niée et d'une solidarité plus fragile qu'on ne l'admettait. Les analystes comparent la situation à celle de la crise du canal de Suez, où l'effondrement d'une infrastructure vitale avait accéléré la fin d'une ère de domination. Pourtant, au cœur de ce chaos, quelques voix lucides tentent déjà d'imaginer des issues. Le lendemain, tandis que l'Europe vacille, une nouvelle bataille s'engage. Survivre et vite repenser le rapport de force mondiale. Des think tanks, des ONG, des entreprises innovantes proposent des solutions de court terme. Déploiement massif de pompes à chaleur, importation de gaz liquéfié, accélération des projets d'énergie renouvelable. Mais toutes ces mesures exigent du temps et de la coordination. Lorsque la logique ordonnée des blocs cède brutalement à la loi de la jungle énergétique, tout vacille. Quelques heures à peine après l'interruption des flux, l'Europe s'enfonce dans une ère de crise inédite, chaque minute aggravant les incertitudes. Les économistes rappellent que lors de la Grande Dépression de 1929, c'est l'incapacité à agir vite qui avait transformé une crise bancaire en catastrophe globale. À Paris, l'Élysée bruisse de tensions électriques. Les négociations avec Berlin sur le partage des derniers to stock deviennent un jeu dangereux où chaque mot pèse. Qui doit passer en premier? Les hôpitaux, les usines ou les foyers? Aucun scénario de rationnement ne fait l'unanimité, chacun redoute de sacrifier l'irréparable. À l'Assemblée nationale, les débats sont tendus. Le souvenir des gilets jaunes hante les discussions. La France décrète la nationalisation express des géants de l'énergie. En Allemagne, la fermeture soudaine des sites industriels attise la colère. Les rues grondent, les manifestations s'enchaînent, la précarité gagne du terrain dans les appartements et les villages. Les slogans contre Bruxelles prolifèrent, surfant sur la rage et la peur. Les syndicats s'embrasent, certains élus locaux revendiquent des pouvoirs spéciaux, la défiance s'installe à tous les échelons. Des maires de petites villes annoncent vouloir gérer eux-mêmes la distribution de l'énergie, bravant les directives nationales. La solidarité européenne se fissure. À l'Est, la Hongrie et la Bulgarie, prises au piège de leurs hivers rigoureux et de leur dépendance au gaz, défient ouvertement Bruxelles. Elles imposent des restrictions unilatérales, négocient dans l'ombre avec Moscou ou Ankara et contestent les règles de l'Union. Les fractures anciennes remontent à la surface, balayant le vernis institutionnel. Ce scénario rappelle la crise de l'euro où la Grèce, prise à la gorge, avait dû négocier en solo face à la Troïka. Les plans d'urgence visant à importer du gaz d'Amérique ou d'Afrique échouent à combler le vide. Les promesses américaines de livraison massive se heurtent à la réalité des ports saturés et à la concurrence féroce. Pendant ce temps, la Chine et la Turquie s'engouffrent dans la brèche. Elles raflent des contrats exclusifs, dictent leurs conditions et s'érigent en arbitre du nouvel ordre énergétique mondial. C'est une répétition de la stratégie du soft power déjà observée lors des crises alimentaires, où Pékin avait sécurisé des approvisionnements en blé alors que l'Afrique subissait la famine. Dans les salles de marché comme dans les centres de crise, l'Europe bascule en mode survie. Les prix explosent, les marchés financiers tanguent, la panique gagne les banques centrales. La confiance s'effrite, des géants industriels implorent des plans de sauvetage ou s'effondrent. La spirale de défiance s'accélère, chaque annonce de faillite attisant la peur du lendemain.
Les scénarios travaillés par les agences de notation évoquent la possibilité d'une récession plus longue et plus profonde que celle de 2008. L'instabilité nourrit les populismes et la colère politique. Plusieurs gouvernements chancellent, certains pays laissent planer la menace d'un divorce avec l'Union européenne. Pour des millions de citoyens, la coupure soudaine du gaz russe rouvre la brèche de l'instinct de survie. Chacun défend d'abord ses intérêts vitaux, la promesse d'un avenir commun semble s'estomper dans la peur et l'amertume. Des analystes évoquent un printemps européen en référence au soulèvement populaire du monde arabe, où l'étincelle d'une crise économique avait suffi à embraser des sociétés entières. Pourtant, au cœur du chaos, une question obsède les esprits. Cette crise irréversible n'est-elle qu'un naufrage, ou pourrait-elle, à terme, réveiller une Europe capable d'inventer une nouvelle voie ? Cette question n'est pas sans rappeler les débats qui ont suivi la chute du mur de Berlin. Effondrement ou renaissance ? Au petit matin, les décideurs doivent en choisir, s'accrocher aux vieux réflexes ou oser le saut dans l'inconnu. L'heure n'est plus à la gestion du manque, mais à l'invention d'un futur imprévu. Pour la première fois depuis une génération, l'avenir de l'Europe dépend autant de son imagination que de ses ressources matérielles. La vraie sécurité, c'est de ne jamais dépendre d'une seule source. L'Europe l'a appris dans la douleur lorsque la nuit du Nouvel An 2026, tout a basculé d'un coup. La géopolitique des ressources a supplanté la logique des marchés. Il ne s'agit plus de négocier des prix ou de signer des traités, mais de garder le contrôle de l'accès physique à l'énergie, minute après minute. Cette leçon est aussi vieille que la civilisation. Déjà, à l'époque romaine, la maîtrise des voies d'approvisionnement en blé déterminait la survie de l'Empire. Le rapport de force règne désormais. Les alliances se forment et se défont selon qui détient, qui transporte ou qui peut protéger chaque goutte de gaz ou de pétrole. L'Europe n'a plus d'autre choix que de repenser sa souveraineté énergétique, diversifier ses sources, relocaliser des filières vitales et ne jamais tout miser sur une seule filière, aussi fiable semblait-elle encore hier. C'est le retour de stratégies jadis considérées comme obsolètes, comme la constitution de stocks stratégiques ou le développement de réseaux d'interconnexion renforcés. Mais la transition ne concerne pas que les gouvernements ou les grandes entreprises. Chaque citoyen doit changer ses réflexes. Autonomie, sobriété, anticipation. Se préparer aux ruptures devient un réflexe aussi vital que vérifier la qualité de l'air ou la sécurité de son réseau informatique. Consommer moins, mieux et s'équiper pour encaisser les imprévus. Voilà la nouvelle survie moderne. Des associations proposent pourtant déjà des guides pratiques. Comment isoler son logement, comment stocker quelques jours de nourriture, comment s'équiper de lampes à dynamo ou de batteries solaires portables. Le véritable enjeu, c'est la capacité à s'ajuster, à tous les niveaux. Individus et nations devront changer d'habitude, d'échelle, de priorité avant d'être pris au dépourvu. S'accrocher à l'illusion d'un retour à la normale, c'est risquer de perdre son confort, son pouvoir d'achat et même la maîtrise de son destin. Comme lors de la crise sanitaire, ceux qui ont su anticiper, entreprises flexibles, familles organisées, ont traversé la tempête avec moins de dégâts. Ignorer la nouvelle réalité, c'est s'exposer à l'impuissance et au chaos. Au contraire, comprendre que la maîtrise des ressources définit désormais la hiérarchie des puissances, c'est se donner une chance de rester acteur, pas simple spectateur, dans la recomposition du monde. L'histoire est riche d'exemples où la capacité à rebondir a fait la différence. Le Japon d'après-guerre, la Corée du Sud après la crise asiatique des années 90, ou encore l'Islande après l'effondrement bancaire de 2008. Mais comment l'Europe peut-elle échapper à ce piège de la dépendance, alors que chaque alternative semble comporter ses propres risques ? Pour le comprendre, il faut revenir aux premières heures de la crise. De nombreux scénarios sont envisagés. Développement accéléré de l'hydrogène vert, multiplication des accords avec des partenaires africains, investissement massif dans le nucléaire, décentralisation des réseaux électriques. Chacun comporte des avantages, mais aussi des inconvénients majeurs. Coûts, délais, risques géopolitiques nouveaux. L'attente n'est plus un luxe. Préparez-vous, adaptez-vous, agissez, car le temps ne reviendra pas en arrière. L'Europe doit prendre exemple sur les pays nordiques, qui ont depuis longtemps développé des stratégies de résilience, diversification, efficacité énergétique, réseaux de chaleur locaux, implication des citoyens dans la gestion des ressources. Lorsque dans la nuit du Nouvel An 2026, le gaz russe s'est tari d'un coup, l'Europe a vu ses certitudes se dissoudre. Le monde a changé sans prévenir, et ceux qui s'accrochent à l'ancien ordre risquent de disparaître avec lui. C'est aussi la leçon de l'effondrement de l'Empire soviétique.
Ceux qui n'ont pas su s'adapter à la nouvelle réalité ont été balayés par l'histoire. La sécurité, le confort, la stabilité économique, la paix sociale, tout cela repose désormais sur notre capacité d'anticipation. S'imaginer que les solutions viendront d'en haut ou que le marché reviendra à l'équilibre relève d'une illusion dangereuse. La crise a balayé le mythe d'un approvisionnement inépuisable. La véritable ressource, c'est la résilience et la rapidité d'action. Les familles qui improvisent des réseaux de solidarité, les entreprises qui se reconvertissent en un temps record, les villes qui réinventent leurs services publics seront les nouveaux modèles. Renoncer à décider, c'est abandonner son avenir. Dans le nouveau monde qui s'impose, seuls ceux qui envisagent les scénarios extrêmes, qui s'organisent au lieu d'attendre, prendront l'avantage. Rien n'est écrit d'avance. Chaque décision, minime ou majeure, compte dès aujourd'hui. À Barcelone, des coopératives énergétiques locales émergent. À Varsovie, des startups développent des solutions de stockage innovantes. À Athènes, des citoyens installent des micro-réseaux solaires. L'incertitude ne doit pas paralyser. Le confort de demain dépend de la lucidité et du courage, collectivement comme individuellement. S'informer, investir dans la résilience, revoir ses choix énergétiques et économiques, là réside le pouvoir de traverser la crise debout et non de la subir à genoux. De petits gestes, comme réduire la consommation de chauffage de 2 degrés, peuvent sauver des milliards de mètres cubes de gaz à l'échelle européenne. Les promesses politiques ne suffisent plus. Les plans d'urgence ne garantissent plus ni la sécurité ni le bien-être. Quitter la posture de spectateur n'est plus une option. L'avenir appartient à ceux qui osent anticiper, bâtir des alternatives et s'unir face à l'imprévu. Ce n'est pas un hasard si, dans les pays baltes, l'éducation à la résilience fait partie du programme scolaire depuis plusieurs années. Chaque crise est un test de solidarité, d'imagination, de lucidité. La question n'est plus de savoir si le monde va changer, mais qui saura le devancer et jusqu'où. N'attendez pas la prochaine vague. Soyez prêts à la franchir. C'est ainsi et seulement ainsi que l'Europe pourra transformer la crise en renaissance et que chacun d'entre nous pourra retrouver la maîtrise de son destin.